malheureusement, je ne peux pas vous montrer parce que le site a été retiré assez récemment. On y reviendra, c'est fait un peu partie de l'expérience artistique éphémère. On ne peut absolument plus aller sur le site. Donc, c'est des captures d'écran d'un internaute Sullivan qui a joué le jeu et qui, donc là, joue à Courbet. Il y avait aussi, donc vous l'avez vu tout à l'heure, la possibilité de faire des sandwichs à la Mondrian. Il y avait aussi refaire des peintures à la Polak ou encore reconstituer une spirale, que ce soit en post-it ou sur Minecraft, le jeu de construction très apprécié des programmeurs. Et dans la vidéo, la troisième promesse qui était annoncée dès le début aux internautes, c'était rendez-vous le 28 septembre devant le Parlement européen de Bruxelles, encore un autre symbole européen, pour l'événement final, le retour des tableaux. Donc, je vais vous montrer aussi un petit bout de vidéo. C'est le dernier. After a 5-week search, the paintings are finally recovered, leading to a rousing conclusion for both the game and the series. Okay, here goes nothing. This is the live finale that was held in front of the European Parliament building. Arturo's killers are brought to justice, and the famed artworks are returned to the museum from which they were stolen. The return of the paintings on September 28th at 9 p.m. was streamed live from all cities involved, creating a pan-European event. Within 48 hours, footage from these live events were then digitally inserted into the final episode in time for its September 30th broadcast date in 8 countries. Les deux personnages qu'on voyait là à la fin, c'était les deux détectives d'Europol qui partaient à la recherche dans la série. C'est pour ça que la série était plus dans une construction sur un mode thriller. Donc les deux détectives qui traquaient finalement les peintures. Et ils sont eux aussi convoqués finalement le 28 septembre, comme les internautes. Et là, ils découvrent que les peintures ne sont pas en fait à Bruxelles, mais ont chacune été restituées par le joueur qui les a trouvées dans les musées. Donc évidemment, c'est une mise en scène, parce que vous avez bien compris qu'un Rubens ou un Picasso ne s'est pas trimballé dans l'Europe pendant 4 semaines, que c'était des copies, mais que les musées ont tous joué le jeu en voyant vous voyez les vidéos. Et chaque restitution de tableau était filmée en streaming et retransmise donc au Parlement sur la musique de l'hymne européen, que vous avez peut-être entendu en fond. Et donc là, parallèlement, cette installation donc, qui montre la restitution des tableaux est évidemment en forme de spirale, on tourne toujours un peu en rond, et surtout intègre les contributions des internautes. Donc vous avez vu les vidéos, vous avez repéré sans doute les essais à la Courbet ou à la Mondrian, et entre autres challenges. Et tout ça a été intégré à la série dont le dernier épisode a été diffusé le 30 septembre sur les 8 chaînes, les 7 chaînes et les 9 pays précédemment cités. Donc en l'espace de 2 jours, il y a eu l'intégration de certaines de ces images de façon assez maligne dans le workflow en fait. Les chants contre chants par rapport aux acteurs étaient plutôt malins, puisque l'ensemble du cast, donc les 6 voleurs artistes, étaient sur le toit du Parlement, donc ne se sont pas du tout mêlés à la foule en dessous. Donc c'était assez bien pensé, sachant que l'intégration se faisait en 2 jours pour une diffusion donc, dans 7 pays, donc avec autant de traductions et de doublages dans chacun des pays, donc autant de versions à envoyer dans chacune des chaînes. Pour revenir rapidement sur les chiffres, donc ça c'est une pyramide d'engagement qui a été faite par Peter Demact lors du dernier Power to the Pixel en octobre, donc, qui était un premier bilan de la série. On va revenir sur les chiffres principaux. En dessous, les 2,5 millions, ça correspond au nombre moyen de téléspectateurs par épisode, tout pays confondu, donc qui n'est pas énorme comparé à certaines séries, mais qui était aussi quand je vous ai dit que la coproduction, donc c'était 9 pays, c'était à la fois pour réunir un budget important pour une expérience aussi particulière, on va dire, mais aussi pour s'assurer d'une assiette d'audience assez suffisante,
pour que dans cette transformation de 2 millions de téléspectateurs, on ait quand même une base suffisante d'internautes actifs. Donc le chiffre juste au-dessus, 1,2 million de recherches, c'est le nombre de recherches sur la carte où les gens ont cliqué pour retrouver les tableaux. Il y a eu donc 16 000 profils, donc juste au-dessus, 16 000 profils de joueurs créés, et le 19 752 uploads, c'est assez intéressant parce que c'est les contributions des internautes dont je vous parlais tout à l'heure. Ça correspond donc à presque 20 000 images originales créées par les internautes et uploadées sur le site. Et c'est pour ça qu'à mon sens c'est assez intéressant, parce que c'est des actions qui ne sont pas forcément uniquement anodines. Il y avait une partie où on pouvait répondre à des petits jeux, jouer à des challenges assez simples. Mais là, en l'occurrence, il s'agissait de se prendre en photo, de se mettre en scène, de se mettre en jeu, de se filmer ou de se prendre en photo, soit en autoportrait. Donc ce qui est quand même un certain dévoilement de sa personne. Et donc l'internaute ne se cache plus derrière son écran et avait été invité à finalement assez interagir. Juste au-dessus, donc les 433 Warehouse, c'est les participants du LARP que je mentionnais tout à l'heure. Et 36 ambassadeurs, je pense que il doit s'agir des joueurs les plus hardcore, ceux qui se sont déplacés pour rendre les tableaux au musée qu'on a vu tout à l'heure dans l'émission. Pour conclure, il s'agit d'un projet qui est à mon sens assez intéressant, puisque c'est une vraie expérience européenne, à la fois dans la production et dans le fond. Il ne s'agit pas d'une énième coproduction financière qu'on a appelée souvent Europudding dans les années 90. Là, il y avait une vraie justification diégétique, on va dire, qui amène aussi une vraie réflexion sur l'art. Finalement, je vous ai montré tout à l'heure ma première slide, c'était Everyone is an artist. Et donc c'est un peu le motto. Alors on peut trouver ça très naïf ou très facile, mais en tout cas c'est le parti pris de la série et du dispositif web. Et là pour le coup il y a une vraie cohésion entre les deux, puisqu'il s'agissait de s'interroger finalement aussi sur la nature de l'art et sa valeur. Quelle est la valeur de l'art ancien, donc qui est représenté par les 6 tableaux de maître volés, et de l'art nouveau qui lui est représenté par la spirale, par les activistes de la warehouse et par les contributions des internautes. Et pour finir, donc c'est une expérience, comme je vous disais tout à l'heure, le site n'est plus en ligne. La série, je pense, est disponible sur des réseaux de téléchargement que je ne citerai pas. Mais on peut se demander en tout cas de la pertinence d'une rediffusion, par exemple. Alors, en tout cas, la rediffusion en tant que telle ne pourrait pas avoir lieu en tant qu'expérience interactive transmédia. La série seule a aussi son intérêt, mais qui est moindre comparé à toute l'expérience qui était proposée en septembre. Et donc pour moi, c'est une expérience qui est volontairement éphémère, dans le sens où elle se rapproche d'un dispositif, finalement, d'une performance ou d'un happening artistique. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez rappeler le nombre d'épisodes et le temps de diffusion? Oui, alors c'était 5 épisodes de 45 minutes, diffusés à raison de 1 par semaine pendant tout le mois de septembre. Donc c'était le lundi, donc le 2, 9, 16, 23 et 30 septembre. On va passer maintenant à l'autre partie de notre action, qui est la partie laboratoire. Donc, puisque je vous l'ai signalé tout à l'heure, on a plusieurs temps: information, formation, développement et innovation et networking. Et là, on est dans la partie donc soutien à l'innovation et au développement transmédia. On a lancé il y a un peu plus d'un mois un appel à projet qui s'appelle Labo et qui visait à compléter ce qu'on fait au Cross Video Days. Vous savez qu'on est partenaire des Cross Video Days depuis 4 ans, depuis les Mobile Days, et puis depuis 3 ans des Cross Video Days, où là, en fait, on participe au financement des projets transmédia. On s'est dit que en regardant tous ces projets, on s'est dit que ces projets évoluaient terriblement. Pas toujours de manière très, très techno d'ailleurs, c'est peut-être un des gros développements qu'il faudrait accompagner, et pas toujours non plus avec un storytelling extrêmement bien élaboré au départ. Donc on s'est dit qu'on lancerait cet appel à projet pour cette fois-ci accompagner dans le développement, en choisissant des coachs qui sont vraiment des experts de ces marchés du multi-écran,
et qui, pendant 2 demi-journées, vont accompagner les projets. Et on aura une restitution à la fin, façon L'Oréal, avant, après, la crème. Ils seront restitués pendant le 4e temps de cette action, qui est le temps du networking, où on essaie de mettre en place une masterclass internationale, en particulier avec des protagonistes du laboratoire Dannenberg. Voilà. Alors le jury s'est réuni hier, il était constitué de Claire Leproust de CAPA, qui commentera tout à l'heure une étude de cas, de Voyelle Acker de France Télévisions, qui va nous rejoindre, de Caroline Marais de TF1, qui va nous rejoindre aussi, d'Adrien Cousin de Canal+, qui ne va pas nous rejoindre, de Michel Reillac, qui est là, ancien d'Arte, devenu artiste transmédia indépendant, de Jérémy Pouillou, que vous avez vu, et de Stéphane Bender et moi-même pour la partie Pôle Média Grand Paris. On avait reçu 18 projets, il s'agissait d'en élire 8, pardon. Voilà. Donc le choix a été difficile parce que tous les projets étaient radicalement différents, à des stades de développement radicalement différents aussi. Voilà, ça a été assez long pour délibérer. Donc les lauréats, je vais appeler d'abord la 25e heure pour son projet phare, des enfers au paradis. C'est Pierre-Emmanuel Le Goff qui va nous présenter son projet. Oui, alors merci beaucoup. Je suis ravi de pouvoir participer à ces workshops et je pense qu'on est à une phase de développement en plus du projet qui correspond tout à fait à nos besoins. Enfin, on va justement attaquer, reprendre la partie scénarisation, navigation interactive, donc ça va être intéressant de pouvoir travailler avec les spécialistes. Alors j'ai 2 minutes je crois pour présenter le projet, là je ne vais pas être très visuel puisque j'ai eu trop le temps de faire une préparation et en 2 minutes ça va être court. Donc le projet phare en fait c'est un projet qui m'est venu parce que le patrimoine des phares et balises, donc les phares qui sont classés en enfer, paradis, purgatoire, selon qu'ils sont à terre ou en mer, sont un patrimoine qui est en train de disparaître. Il y a quasiment plus de gardiens d'ailleurs de phares en mer, qui sont tous très riches d'histoires à raconter sur ce qu'ils ont vécu avec d'autres gardiens, ce qu'ils ont vécu dans leur rapport avec la nature, et puis ce qu'ils ont vécu eux-mêmes dans leur rapport à même parfois une dimension mystique du monde. Et donc mon idée, ça a été de faire un projet multimédia sur plusieurs plateformes qui s'appelle donc Phare des Enfers au Paradis, qui est destiné à faire découvrir au grand public et l'histoire des phares, et l'histoire de leur construction, les légendes qui y sont associées parfois, et puis l'histoire des gardiens, leurs témoignages, pour faire découvrir ce que c'est que de vivre dans un lieu aussi difficile à vivre qu'un phare en mer. Voilà. Merci beaucoup, et puis on espère que ce coaching va t'apporter pas mal de choses. Alors, autre élément, tu sais qu'on est en partenariat avec Touscoprod et qui se propose, pour ceux qui le veulent, de les accompagner dans peut-être une chose qui peut être une découverte pour aujourd'hui, pour vous, donc dans votre démarche de crowdfunding. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Alors, deuxième projet retenu, c'est un projet pour les petits. Il y avait 3 projets pour enfants qui étaient tous plus beaux les uns que les autres. Ce qui nous a départagé, c'est qu'heureusement, il y avait 2 projets qui étaient portés par la même société. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que 2 projets enfants. Et Atomic Zoom nous a proposé un magnifique projet qui s'appelle Max et Lou. Bonjour Antoine et Gabriel. Merci beaucoup Lydie en tout cas pour cette et au jury pour cette super nouvelle qu'on a appris hier. Rapidement, Max et Lou, c'est un projet de série animée interactive pour enfants qui dans un premier temps est diffusé sur nouveaux écrans, à savoir la tablette. Donc l'idée c'est comme pour les livres interactifs qu'on peut voir aujourd'hui sur les stores d'applications, l'enfant a la possibilité d'interagir
avec toutes les fonctionnalités propres à une tablette, à savoir le toucher, le secouer, parler, la luminosité également. C'est aussi un projet qui sera diffusé sur smartphone. Donc cette fois-ci, ce ne sera pas des épisodes, mais ce sera des mini-jeux qui communiqueront avec la tablette. Donc on aura par exemple, si on débloque un mini-jeu, la possibilité si on gagne le mini-jeu, la possibilité de débloquer de nouveaux épisodes. Et c'est aussi le e-magazine Max et Lou qui traiteront des épisodes que Gabriel va maintenant vous présenter. Donc oui, très rapidement, en fait, Max et Lou, ça met en scène deux enfants, un frère et une sœur, qui sont, comme tous les enfants, experts en catastrophe. Et du coup, c'est un petit peu rythmé par... leur journée, elle est rythmée par les ordres que leur donnent leurs parents. Et donc ces ordres, on les connaît tous, c'est brosse-toi les dents, va faire tes devoirs, va mettre la table, va jouer dehors, arrête de jouer sur l'ordi, tous ces trucs-là. Et du coup, ça donne naissance à chaque fois à une nouvelle saison. La première, c'est brosse-toi les dents, tout se passe dans la salle de bain, en fait, et on fait de chaque pièce de la maison un petit théâtre. Et du coup, avec tous les objets qui les entourent, ils vont se raconter des histoires, et ils vont faire de ce moment de corvée un moment de jeu, en fait. Et du coup, pour le spectateur, ça sera la même chose. L'idée, c'est de, bien sûr, garder quand même une ligne ludo-éducative. Donc, pour chaque saison, on retrouvera quand même un petit peu de morale avec la première, nous brosse-toi les dents, qui aura quand même un fond basé sur l'hygiène. Et donc, on retrouvera aussi des mini-jeux autour de tout ça. Il y aura, par exemple, va jouer dehors, un travail sur l'environnement. Qui sera porté pour chaque épisode aussi. Donc voilà, chaque saison sera portée sur des thématiques bien établies aujourd'hui, l'éducation, l'environnement, l'hygiène, et tout ce qui entoure l'accompagnement et l'éveil d'un enfant. En fait. Donc, voilà. Et juste pour préciser, pour la cible, c'est les enfants de 3 à 6 ans. Et au niveau des interactions, on travaille avec des éducateurs pour enfants, où l'idée c'est de proposer des jeux qui vont de l'ordre de la motricité fine où on va permettre à l'enfant de se développer davantage. Voilà, et merci encore. On mettra en ligne une présentation des projets lauréats après vous avoir consulté sur ce que vous acceptez qu'on mette en ligne et qu'on présente avant la fin du coaching. Alors, troisième société, Dockside Stories, mais je ne sais pas s'ils sont là. Pour le projet Chasing Bonnie and Clyde, radicalement différent, là, qui s'adresse vraiment aux adultes dans une espèce de rock movie, de road movie musical. Oui, bonjour, merci beaucoup, ça nous fait plaisir. Je dis nous parce que je travaille avec Thomas Salva depuis 4 ans, on est auteur surtout de documentaires web, et Chasing Bonnie and Clyde est notre nouveau projet qui se décline en 3 pans. Le pan principal, c'est un documentaire de 90 minutes qui va sur les pas, sur les traces de Bonnie and Clyde, mais pas pour explorer le passé, plutôt pour interroger le présent avec des personnages en fait qui sont liés à Bonnie and Clyde et qui ont mis cette histoire dans leur vie pour trouver une nouvelle source d'inspiration, une nouvelle source d'espoir pour avancer. Et comme on n'oublie pas le passé, on a confié la lourde tâche au groupe folk Herman Dune de chanter sur 8 à 10 chansons les événements marquants de la vie de Bonnie and Clyde. Donc ça, c'est un documentaire linéaire. Il y a une partie interactive qui sera en fait l'album d'Herman Dune à écouter, mais à écouter aussi à regarder, avec une application qui se veut immersive, donc plutôt sur tablette et mobile. Et le dernier pan, c'est un jeu mobile pour avoir une expérience plus fun, un peu inspiré de Pac-Man, à la place de Pac-Man. Vous êtes Bonnie and Clyde dans leur voiture et vous devez réussir à trouver les sorties et surtout à fuir la police ou les chasseurs de tête. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, le projet suivant, c'est la société FACT. Alors pareil, rien à voir, c'est un projet qui se passe en 2075, qui s'appelle Humington 2075. Et on est très content de vous accueillir parce que c'est une société de Seine-Saint-Denis. Bonjour à tous.
En 2 mots, Youmington, c'est un univers, une ville qui existe depuis 1 an et demi maintenant, qui est une ville virtuelle. N'essayez pas d'acheter des billets d'avion pour là-bas. Cette ville a la caractéristique d'avoir déjà plusieurs plateformes, mais surtout de connaître différentes époques. C'est-à-dire qu'on fait vivre cette ville dans le temps. En particulier, plusieurs époques ont été créées, comme la première avec une série d'e-books qui s'appelle Le Valganger, qui se passe en 2025. Ensuite, il y a eu une autre série qui est amorcée, qui se passe en 1890, qui est l'époque steampunk de Youmington. Il y a une 3e époque qui s'est déroulée cette fois-ci sur Twitter, qui a fait l'objet d'une tweet fiction, qui a plutôt pas mal fonctionné, une tweet fiction collaborative, qui se passe en 2012 et qui s'appelle All Sinners. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de développer la plateforme 2075, qui va plonger Youmington dans un univers hyper technologique. Le problème, c'est que dans ces univers hyper technologiques, si la technologie commence à déraper, il y a un mix un peu dangereux entre la réalité et la fiction, et qui va plonger en fait tous ses habitants dans ce mix un peu étrange. Ouais. Alors, juste pour replacer un peu le contexte, donc, moi je suis Mathias Abramovic, donc le producteur transmédia de la société Fact. Donc, on développe avec Jeff Balek, donc, qui est l'auteur original de la ville de Youmington. Juste en préambule également, si vous ne pouvez ne pas communiquer sur le chiffre 2075, parce que j'ai vu qu'il y avait du live tweet, puisque ça fait partie de notre stratégie de diffusion et d'engagement des fans. Donc la plateforme, enfin le projet transmédia en lui-même, l'univers transmédia en lui-même, donc se déploie sur différentes plateformes dans le but d'impliquer le public et de le faire interagir avec l'histoire de cette ville, donc dans cette époque de 2075, donc à travers un format principal qui se déploie sur 6 e-books. Des histoires qui sont les enquêtes d'une cyberflic Okana Striker dans une web-série, des ARG, des plateformes, des contenus viraux, mais également des plateformes non fictionnelles, puisqu'on va travailler sur la thématique de la ville du futur, puisqu'on est sur l'époque de 2075. Au niveau du design, de l'engagement et on va dire des expériences proposées au public, on a essayé de faire quelque chose de très large et de très varié, permettant une implication en fait jusqu'au stade de coproducteur avec des UGC pour le public qui peut créer son habitant dans la ville et raconter les histoires de son personnage sur Twitter notamment, donc, ce qui a déjà été fait auparavant. Voilà, et ensuite, donc, l'intérêt aussi de ce projet, c'est qu'il y a déjà une communauté existante, donc une fanbase qui est quand même importante, puisqu'il y a déjà pratiquement 20 000 fans de Youmington sur Internet. Vous pouvez déjà aller voir sur Internet youmington.com. Mais également, on a déjà plus de 2000 habitants. Donc, ce qui fait que dans la stratégie globale de cet univers narratif interactif, eh bien, c'est d'engager dès la pré-production le public dans la création des contenus et dans la diffusion, donc dans cette stratégie d'activation de fans, dans la diffusion et dans la viralité de cet univers qui va petit à petit se disperser et recruter de nouveaux fans. Voilà globalement. Merci. Alors, projet suivant, un peu dans la même mouvance d'ailleurs, Little Bill Léo pour le voyage. Je ne sais pas s'ils sont là. Ouais. Venez. Allez. Bonjour. Ça marche. Bonjour, donc moi je vais vous parler de mon projet qui s'appelle Le Voyage. C'est d'accord. Je suis assez surprise d'avoir vu Émilie d'ailleurs, parce que j'en avais jamais entendu parler. Le Voyage, c'est à la fois une fiction, une web-série, un jeu en réalité alternative, en ARG, et une plateforme participative. Donc, pour faire simple, c'est un thriller paranormal, transmédia, qui est dédié à un public relativement jeune, 16-24 ans, donc essentiellement des adolescents. Les personnages leur ressemblent, ils dialoguent avec eux, ils les aident dans leur enquête, et surtout, ils restent avec eux, même après la série. Dans le sens où toutes les informations qu'ils vont découvrir leur permettront eux-mêmes de créer leur propre contenu sur la plateforme participative. Donc pour faire simple, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a un petit peu une tête brûlée. C'est un journaliste, un apprenti journaliste, voilà, ce sont que des apprentis, un peu comme les spectateurs, les web spectateurs. Ils se découvrent ensemble qu'il existe une autre réalité, donc c'est du paranormal. Il y a un personnage, Loki, qui est
à peu près entre le clown, le jongleur, le Loki mythologique, donc qui se trouve entre le bien et le mal et que l'on peut retrouver le soir à certains carrefours. Donc notre personnage Thomas va le rencontrer, va partir à sa recherche et va être entraîné dans un univers qui va le faire basculer de la réalité à la fiction. Et les joueurs, les spectateurs vont basculer avec lui dans cette fiction et vont pouvoir suivre l'aventure sur la plateforme, y participer en l'aidant à progresser dans l'enquête, en résolvant des énigmes, et vont aussi se promener dans la rue, dans Paris. Donc, la première saison, c'est conçu pour 3 saisons. La première saison se déroule dans Paris, donc j'ai vu petit financièrement. Et donc ils vont s'amuser à chercher des pistes, à découvrir un petit peu l'histoire de Paris, le passé, et surtout, j'aime bien jouer, donc je me mets un peu à leur niveau. Ils vont s'amuser à, avec le street art. Voilà, donc il y aura des affiches, des indices qui seront sur les murs. On pourra aller les rechercher, les retrouver, les décoder ensemble dans la rue, sur Internet, et on pourra aussi les déchirer, les enlever, et donc empêcher certains personnages de progresser, eux, dans l'action. Voilà. Ça dure 2 mois, la première saison. Merci beaucoup. Projet suivant, je ne sais pas si Céline est là pour le projet de Moving Puppet. Céline Mopa, ouais. Et là encore, c'est notre 2e projet pour enfants. Qui s'appelle d'un joli nom, Gribouille. Bonjour, je suis Célia Maublanc, donc chargée de projet à la société Moving Puppet. Je vais vous présenter aujourd'hui le projet Bonjour Gribouille, qui est un projet transmédia familial pour les petits et pour leurs parents autour du dessin et des loisirs créatifs. Alors le projet s'articule autour de plusieurs médias. Tout d'abord, il y a une série télé pour les 3-7 ans qui va mélanger plusieurs techniques d'animation hybride, marionnette, motion capture et animation 3D. La série est coproduite par Moving Puppet et par Planète Nemo Animation, et elle sera diffusée à la fin de l'année sur la chaîne Canal+ Family, mais également à l'étranger puisque la série a été déjà prévendue dans plus de 100 pays. Le programme met en scène en fait Gribouille, qui est le célèbre dessinateur que vous avez peut-être pu voir dans L'île aux enfants, aux côtés de nouveaux personnages et dans 2 nouvelles histoires qui initieront les enfants aux joies du dessin simple au travers de devinettes illustrées amusantes. Alors le second média sur lequel se décline le projet est un site web qui sera cette fois-ci à destination des parents et qui sera un site de partage et de conseils dédié au dessin et aux loisirs créatifs à faire en famille. Le site disposera également d'un service de géolocalisation pour permettre aux parents de localiser les bons plans donnés par Gribouille à proximité. En parallèle, une application sera mise en ligne, cette fois-ci à destination des enfants. Il s'agira d'un univers personnalisé en fait, donc pour les tout petits, autour du dessin et des loisirs créatifs. Sur cette plateforme, les enfants pourront à la fois vivre la continuité des épisodes de la série télé, donc suivre la suite des aventures de Gribouille à la télé, mais également disposer d'un espace de partage, d'une plateforme de partage et de gestion des dessins, c'est-à-dire que les enfants pourront à la fois stocker leurs dessins, mais également les partager avec leur famille, avec leurs amis. Également, nous prévoyons de mettre en place des événements pour vivre en vrai, le dessin et partager de nouveaux moments de complicité en famille et avec Gribouille. Et le dernier média sur lequel se déploiera le projet sera de l'édition. Gribouille, c'est vraiment un projet avec une approche familiale pour créer du lien entre les parents et les enfants et leur permettre de partager de nouveaux moments de complicité donc en famille autour du dessin et des loisirs créatifs.